à partir. Bonjour à tous. Je m'appelle Séverin Legras. Bonjour, merci. Je m'appelle Séverin, je suis vraiment ravi de vous accueillir pour cette petite matinée d'échange. J'ai envie de vous remercier déjà d'avoir fait l'effort de dédier un petit peu de temps pour venir nous écouter et puis surtout pour venir écouter les retours d'expérience de deux de nos clients. La matinée va durer à peu près 1h30. Il va y avoir une demi-heure de présentation de retour d'expérience par VP, une demi-heure de clarinette, une petite conclusion. Et puis pour ceux qui ont envie de rester un petit peu après, eh bien on pourra profiter de la terrasse avec ce magnifique soleil pour discuter, échanger un peu plus en one-to-one. Et Mathieu et Emmanuel vont rester un petit peu aussi si vous avez des questions derrière. Si vous êtes là, a priori, c'est que le sujet de la transformation est un sujet qui vous intéresse particulièrement. C'est l'objet finalement de notre petit déjeuner. Nous, chez Rhapsody Conseil, pour nous présenter en 2 mots, on est une centaine de collaborateurs qui sommes passionnés par l'accompagnement de la transformation de nos clients sur des axes, que ce soit métiers, technologiques, méthodologiques ou organisationnels. Aujourd'hui, on va plutôt parler d'aspect organisationnel et on est capable d'adresser d'autres enjeux. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la variété de nos clients, on a constaté sur les derniers mois, les dernières années, qu'il y avait une manière d'aborder la transformation qui avait changé chez nos clients, en tout cas chez nos clients qui réussissent à se transformer correctement. Là où précédemment, quand on avait un enjeu, par exemple, je suis moins performant que mes concurrents sur mon processus de gestion des ventes, je vais identifier cet enjeu et créer un projet de transformation et traiter cet enjeu via un projet de transformation, par exemple en mettant en place un outil de digitalisation du processus de vente. La difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'on est dans un monde qui est beaucoup plus rapide, où on a de plus en plus d'enjeux qui arrivent en même temps et qu'on doit traiter en parallèle. Donc on n'a plus vraiment cette capacité à détecter en face d'un enjeu quel est le projet qu'on va pouvoir mettre en place. On a besoin du coup d'avoir une nouvelle manière d'aborder la transformation qui est plus une approche systémique. Donc on a un certain nombre d'éléments et on doit travailler sur l'environnement, sur le système afin qu'il soit capable de trouver lui-même des solutions à tous ces enjeux. Et du coup, chez nos clients qui s'adaptent le mieux à ce nouveau mode de gestion de la transformation, ce qu'on constate, c'est que systématiquement, ils ont pris des décisions, notamment sur l'investissement autour de l'organisation. Donc ils ont préféré travailler et investir sur l'organisation afin qu'elle soit plus agile, c'est-à-dire capable de réagir plus rapidement et plus facilement en face des enjeux qui ne vont pas manquer d'arriver, plutôt que de travailler sur un empilement de projets de transformation un peu plus traditionnels. Donc je voulais remercier particulièrement Emmanuel Lucas, qui est ancien directeur de la production d'Oxalide, ancien directeur général d'Oxalide et maintenant membre du comité de direction chez Clarinet et en charge de l'organisation. Il se présentera tout seul un peu plus tard. Et Mathieu Delobel, qui est membre du comité exécutif de VP, ex-vente privée, puisqu'ils ont changé de nom il n'y a pas très longtemps, et qui est le Chief Product Officer et qui est en charge de la mise en place de l'organisation produit. C'est tout pour mon introduction. On va aller très vite maintenant sur les retours d'expérience parce que c'est ça qui est le plus intéressant. Donc j'invite Mathieu à me rejoindre et je lui passe la parole. Bonjour à tous, donc Mathieu Delobel. Quelques mots me concernant. Donc moi j'ai commencé ma carrière dans la télécom, j'étais un petit opérateur au développement de communication et j'ai passé un petit bout de temps, le temps que la télécom consolide le marché, rachète pas mal de boîtes, j'occupais plusieurs fonctions, de la finance, aux opérations, à l'exploitation, puis au système d'information. J'ai décidé de quitter cette structure quand SFR nous a racheté, donc j'ai passé 2 ans histoire de gérer l'intégration et ensuite j'ai fondé ma propre start-up qui développait des services de télécommunication B2B. Et à cette occasion, j'ai expérimenté le product management que j'ai trouvé vraiment passionnant. Et les startups ont toute leur histoire. La mienne s'est finie par
une session de départ, je reste au conseil d'administration, mais j'ai quitté la direction. Et après un court passage en tant que directeur commercial dans une société de relations clients, Vente Privée m'a proposé de la rejoindre pour étendre mes compétences en product management dans la mise en place d'une organisation de produits. Donc c'était vraiment l'émergence d'un programme de transformation dans lequel nous sommes toujours et qui n'est pas prêt de s'arrêter. Vente Privée ayant décidé de changer de paradigme et de gagner en agilité pour pouvoir réagir à un marché qui est en mutation constante. Alors, cette présentation a pour objectif de vous expliquer comment est-ce qu'on a décidé de considérer l'organisation comme un produit et de faire en sorte que comme un produit au sens product management, on le fasse évoluer, on fasse des tests, on se plante et puis on décide de l'améliorer en continu afin de pouvoir réagir plus rapidement au changement de notre écosystème externe et au changement de nos caractéristiques internes. Alors, VP, pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne savent pas exactement ce qu'on fait, alors ça marche mieux en anglais. Notre why, c'est Create Peak Experiences Every Day. Notre idée, c'est de proposer quelque chose de vraiment différenciant à la fois aux marques avec lesquelles on travaille, donc une solution pour déstocker leurs produits et les aider à améliorer finalement la gestion de leurs invendus, chose qui est extrêmement coûteuse en termes financiers et très très difficile à opérer. Et pour les consommateurs, créer un événement, créer une petite joie quotidienne dans la découverte de produits parmi les meilleures marques sur le marché et au meilleur prix. Et tout ça avec vraiment un côté entertainment shopping, une créativité en termes de design qu'on trouve nulle part ailleurs, et renouvelée tous les matins et tous les soirs, 7h-19h. Donc téléchargez l'application et achetez sur VP et faites-moi le retour d'expérience. Pour ceux qui n'ont pas encore fait. Alors, quelques chiffres, parce qu'on aime aussi bien les chiffres chez VP, on aime bien écrire, on aime bien les chiffres. On est un acteur majeur dans l'e-commerce. On est certes sur un secteur qui est vraiment particulier, le déstockage, mais on n'en reste pas moins un acteur très important dans l'e-commerce. 54 000 ventes en 2018, on fait 128 000 ventes par jour, on est à 7 000 marques partenaires au travers de toute l'Europe. C'est 120 millions de produits vendus en 2018. On est également sur un marché à forte valeur financière, donc 3,7 milliards d'euros l'année dernière, une croissance de 12%, donc ça reste un marché avec une fraction intéressante, même si elle est en ralentissement. 50% de notre chiffre d'affaires réalisé international. On voit beaucoup VP exemplé comme une boîte franco-française, de par son nom, de par son actionnaire fondateur qui est français, mais c'est une boîte, c'est une entreprise qui réalise beaucoup de son chiffre d'affaires à l'étranger. 66% du chiffre d'affaires est réalisé sur mobile et 79% de notre acquisition est réalisée au travers du canal mobile. Donc c'est une entreprise qui est dans son temps, très mobile, très internationale et sur un secteur en croissance. On est présent dans 14 pays, donc majoritairement en Europe, plus également le Brésil et le Mexique. 72 millions de membres, 4,5 millions de visiteurs uniques par jour, ce qui nous positionne au deuxième rang des sites français avec le plus grand nombre de visiteurs uniques. Donc on est un acteur majeur dans l'e-commerce, mais on est aussi et surtout une grande entreprise. Alors je ne connais pas exactement à partir de quand on est une grande entreprise ou une grosse PME, ou voilà, ou une entreprise de taille intermédiaire, mais Vente Privée, c'est 67 nationalités parmi nos collaborateurs, 14 pays dans lesquels nous avons des bureaux, des collaborateurs sur tous les métiers confondus, et au total 6 000 employés. Donc partant il y a 15 ans de la petite entreprise fondée par 7 déstockeurs à Aubervilliers, à une entreprise de 6 000 employés dans 14 pays, tout ça dans un temps de 15 ans, forcément, ça donne quoi? Au bout de 15 ans, ça donne une entreprise qui, au final, se trouvait incapable de réagir aussi rapidement qu'auparavant parce que tout ce développement s'est fait en marche forcée, en mode bricolage, en mode réaction et pas du tout en mode construction, je dirais pensée pour de la scalabilité. Et on se retrouve en 2017 avec une entreprise qui est incapable de suivre le rythme de croissance de son marché. C'est pour ça qu'on a décidé de changer de paradigme, et c'est l'époque à laquelle j'ai rejoint Vente Privée, en regagnant, en partant du pari que l'agilité allait nous permettre de regagner en rapidité et en compétitivité face à nos concurrents. Alors, chez nous, l'agilité a commencé par vraiment se focaliser sur le système d'information et l'organisation qu'elle est aujourd'hui. Le système d'information chez Vente Privée en 2017, c'est un énorme monolithe, impossible à faire évoluer, de release painful.
et donc l'incapacité de pouvoir rapidement proposer des nouveaux services sur le marché. On parlait à l'époque de marketplace, c'est un projet qui allait prendre 3 ans. On parlait de refonte du système comptable, c'est un projet qui allait prendre 4 ans. Bref, une incapacité à opérer ce genre de transformation dans l'entreprise. Et donc, ça passait forcément par un changement de paradigme dans la manière d'opérer les sujets. On a décidé de le faire baser sur 3 grands piliers. L'agilité dans le système d'information, ça a commencé par la refonte de l'architecture d'entreprise, donc basée microservices. Je vais m'étendre sur ce sujet qui est un peu technique ce matin, mais l'idée était d'avoir non plus un monolithe, mais des services qui étaient vraiment découplés les uns des autres, capables d'être modifiés rapidement, d'être changés rapidement si jamais ils ne fonctionnaient pas. Des équipes produits en charge de développer ces microservices, donc non plus une grosse maîtrise d'ouvrage avec plein de chefs de projet qui faisaient des grosses expressions de besoins et qui les passaient à une DSI avec plein de développeurs organisés en pool de ressources, mais sans vraiment de continuité sur les projets, à une organisation où on avait des petites équipes d'une dizaine de personnes, vraiment en responsabilité totale et en autonomie totale sur les décisions relatives à ce qu'elles devaient apporter comme valeur à l'entreprise, tout en s'assurant qu'elle restait évidemment alignée avec la stratégie de l'entreprise pour éviter d'avoir plein d'équipes qui couraient dans tous les sens sans qu'on arrive à avoir de trajectoire commune. Et associé à ça, un mode de gouvernance déployé à l'échelle de l'entreprise qu'on a décidé de baser sur la méthodologie OKR, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais qui permet de globalement distribuer les objectifs top-down, bottom-up au sein de l'entreprise en s'assurant que toutes les équipes sont alignées entre elles et participent à la construction d'une vision business commune. Donc 3 piliers, une architecture orientée microservices, des équipes produits et une méthodologie OKR pour s'assurer l'alignement. Alors, on a commencé par poser ces principes-là, et ensuite, comment est-ce qu'on a décidé de l'intégrer dans le schéma de décision de l'entreprise. Chez VP, la technologie est vraiment un élément clé du dispositif cœur de pilotage de la société. Je vous ai mis là un organigramme simplifié. Chez Vente Privée, on a des country managers qui sont en charge d'aller chasser les stocks chez les marques, grosso modo, de fixer le prix d'achat et de vente de la marchandise et de faire la construction du catalogue. Nous avons toute une direction opération qui est en charge de la partie shooting des catalogues. Chaque jour, on shoot l'équivalent d'un catalogue de la Redoute, pour vous donner une idée quand même du volume de data qu'on a processé tous les jours. Qui est en charge de la supply chain, pareil, l'approvisionnement de la marchandise. Toutes les marchandises transitent par nos entrepôts pour être packagées et expédiées aux clients. Ça tous les jours, avec 30 marques différentes tous les jours. Donc des process extrêmement compliqués. Et le service client. C'est important cette notion de 30 marques différentes tous les jours parce que ça montre qu'en fait, dans absolument tous les segments de notre activité, on n'arrête pas de changer tous les jours. On n'a pas, je dirais 360 jours dans l'année, la même relation avec un fournisseur. On est obligé de se réinventer dans la relation avec toutes nos parties prenantes. Ensuite, une direction marketing en charge de l'acquisition du CRM et de la user experience. Et puis, un binôme, la direction produit et la direction du système d'information, qui fonctionnent de concert pour arriver à opérer cette agilité dans le développement de solutions logicielles pour l'entreprise. Donc, pour ma part, je suis en charge de toute la partie innovation, définition de la vision et de la roadmap de développement fonctionnel de nos systèmes, et la mise en place de l'organisation agile. Et Julien Mangeard, notre CTO, a en charge toute l'ingénierie soft, l'architecture d'entreprise, donc toute la partie urbanisation du système d'information, et le pilotage des opérations IT pour schématiser. On ferait une corrélation. Alors, comme je disais, on est vraiment au milieu d'une transformation qui ne se finira jamais. On s'aperçoit que le contexte change énormément et qu'il continuera de changer, et donc on est obligé de s'adapter en continu. Où est-ce qu'on en est? On a commencé en 2017 avec, il a fallu donner un Kickstarter finalement à cette transformation. Donc on a décidé de déployer, on a fait un mode POC avec quelques équipes produits fin 2016, début 2017. Et suite au succès de ce POC, on a décidé d'étendre cette démarche organisation produit à l'ensemble de l'entreprise vente privée. Donc on a séquencé ça sur environ 1 an, avec le déploiement, le passage de 4 à 40 équipes produits, avec vraiment une démarche test and learn, parce que l'agilité dans le développement software, ça peut très bien marcher quand on parle de développer un site internet, une application mobile. C'est moins évident quand on parle de refondre le système comptable ou tous les outils pour la supply chain qui sont des domaines un peu plus brick and mortar et sur lesquels on parle plutôt d'évolution logicielle tous les 3 ans. En 2018, on change d'échelle.
Vente privée, c'est aussi un groupe qui est le fruit de l'acquisition de 5 sociétés en Europe. Et en 2018, on décide, finalement 3 ans après ces grosses acquisitions, d'entamer une phase de synergie et de ne plus fonctionner comme un groupe de sociétés indépendantes, mais vraiment comme une entreprise intégrée. Et au sein de ces 5 sociétés, on décide de consolider les 3 plus grosses, Privalia, Vente Exclusive et VIP, et de ne plus fonctionner avec 3 sociétés, mais vraiment un groupe dans lequel on consolide toutes les équipes IT et produits, donc 900 personnes, pour former une seule entité qu'on appelle donc en charge de la technologie chez VIP, et passer de 3 organisations produits à une seule. Je vous donnerai quelques chiffres un petit peu plus tard. Cette année, où est-ce qu'on en est? On a mis en place cette organisation unifiée en termes de tech, et on est vraiment en phase de développement d'une plateforme unique, donc de faire converger nos 3 plateformes, le site web de Privalia, de VIP et de Vente Exclusive, en une seule plateforme. Tout ça dans un délai d'1 an et demi environ, pour 72 millions de membres. Donc c'est un petit peu ambitieux, et en parallèle, on continue à améliorer cette organisation, parce qu'on se rend compte que finalement, on a un peu de mal à opérer cette convergence à marche forcée, et que l'organisation a besoin de pour pouvoir y répondre. 2020, on aura sans doute d'autres challenges à adresser. Alors la tech chez nous, c'est 900 personnes, 900 ingénieurs et 900 product owners, organisés en équipes produits, dans lesquelles on va retrouver de manière assez classique un product owner, un développeur et une équipe de développement. C'est des équipes d'une dizaine de personnes qui sont vraiment en charge de construire la vision sur leurs produits, de définir la roadmap de features qu'on va servir aux clients, et qu'on rend vraiment comptable de la performance de leurs produits face à un comité d'investissement, qu'on appelle chez nous un product board, qui va vérifier si la somme d'argent investie dans ce produit apporte suffisamment de valeur business ou pas. Donc, on délègue beaucoup d'autonomie à ces équipes-là, elles ont beaucoup d'autonomie, beaucoup de responsabilités. On était obligé de mettre en place une gouvernance pour faire en sorte qu'on ne se disperse pas. Comment est-ce que ça fonctionne? À toutes les échelles de l'entreprise, qu'on parte du COMEX ou qu'on zoome au niveau des équipes produits, on va appliquer la même structure de définition des objectifs. Une équipe, quelle qu'elle soit chez nous, COMEX ou produit, va devoir se définir une vision et une mission sur le long terme, des milestones stratégiques à 1 ou 3 ans. Ensuite, définir à la veille trimestrielle des objectifs et des résultats clés. Ça nous permet, chaque trimestre, de donner aux équipes des choses vraiment plutôt concrètes qui vont animer leurs priorités quotidiennes, s'inscrivant dans un objectif qui est plutôt parlant pour une équipe, quand la vision et les milestones stratégiques peuvent paraître un peu lointains aux collaborateurs dans leur travail d'étude. Donc les objectifs et key results, c'est vraiment cette mission d'expliquer, de donner du sens au travail quotidien des équipes. Et ensuite un ensemble de tâches qui sont là pour réaliser ces résultats clés. Je pourrais discuter plus en détail cette méthodologie, c'est vraiment super pour animer, pour dynamiser le travail des équipes. Et, comme je le disais, on déploie ça à toutes les strates de l'entreprise, à commencer par le comité exécutif qui se définit trimestriellement ses objectifs et ses key results. Et ensuite, chaque équipe a pour rôle de faire de même à son niveau et de vérifier que ces objectifs et key results s'alignent bien entre eux, quand il y a des dépendances, et avec le comité exécutif quand il s'agit de contribuer à la création de valeur pour l'entreprise. Donc, les équipes produits, un schéma de gouvernance basé sur la méthodologie OKR, et ensuite, de manière itérative, améliorer l'organisation par petites touches. On a commencé par mettre en place les fondamentaux, on a corrigé ce qui devait être corrigé, et maintenant, de manière progressive et tous les trimestres, l'organisation, qui est également un produit, se fixe ses OKR en essayant d'améliorer continuellement certains pans de son mode de fonctionnement. Typiquement, on a pu travailler sur l'évaluation de la valeur business apportée par les équipes produits, parce qu'il y a de la défiance de la part généralement des actionnaires. Quand on investit près de 80 millions d'euros dans la tech chaque année, on s'attend à ce qu'il y ait du retour sur investissement ou qu'on explique la valeur qu'on a apportée à l'entreprise. Donc on a aidé les équipes produits à normaliser la manière dont elles restituaient la business value créée. Le tracking de la vélocité, de la même manière, une IT de 900 personnes, on se demande bien ce qu'ils peuvent livrer, on ne voit jamais rien, bref c'est compliqué, la promesse n'est jamais respectée. Donc de la même manière, on normalise la mesure du delivery et du respect de la promesse pour les équipes.
La gestion des priorités. 84 équipes qui développent toutes avec leur roadmap, avec 3 sprints de 4 sprints par trimestre. Forcément, si on ne travaille pas ça dans le bon sens, équipe par équipe, on n'a pas d'alignement, on n'arrive jamais à délivrer de composants de bout en bout pour nos clients. Et donc la gestion des priorités était devenue un vrai sujet chez nous. De la même manière, on a mis en place un framework de gestion des priorités au niveau de l'entreprise, en commençant par les programmes majeurs et qu'on va décliner progressivement. On travaille sur les guidelines techniques. Quand on dit qu'une équipe produit est autonome, son leader est autonome, y compris dans le choix de ses technologies. Et de la même manière, si on ne veut pas se retrouver avec, déjà qu'on a une stack technique qui, je pense, à part rougir face aux plus grands acteurs du secteur, si on ne donne pas quelques guidelines techniques, on se retrouve avec des bouts de systèmes d'information qui n'arrivent pas à communiquer entre eux, ou alors une équipe technique qu'on n'arrive pas du tout à renouveler parce qu'elle est sur une technologie vraiment trop exotique. La gestion des dépendances, la communication. Bref. Chez VP, dans la tech, tous les trimestres, on re-challenge notre organisation en travaillant sur un de ces axes majeurs de fonctionnement et en le faisant évoluer. Alors, on a certains sujets qu'on a clairement bien réussi, comme par exemple la partie Business Value Assessment, la gestion des priorités, les guidelines techniques. Il y en a certains qu'on a foirés, la gestion des dépendances typiquement et la communication sur lesquelles on n'est pas assez bon. Donc voilà, on teste des sujets, par moment on réussit, par moment on rate. Mais l'idée c'est ça, c'est chaque trimestre rechallenger l'organisation, la manière dont elle fonctionne et la manière dont elle est structurée. Et s'appuyer sur les gens, parce qu'en fait, une organisation aussi grosse, aussi pluriculturelle, aussi distribuée géographiquement, c'est compliqué à faire aller dans une seule direction. Et donc on a décidé pour ça d'investir énormément sur les gens au sein de la tech. Tout d'abord en se disant que ça passait par de la formation. Donc on a fait sur mesure des parcours de formation pour nos product owners et les managers dont le métier a changé. Auparavant, ex-développeurs qui disaient à leurs équipes quoi faire. On se retrouve avec des managers dont les équipes sont censées être autonomes, donc elles doivent être complètement libres de leur choix. Le manager devient la personne qui s'assure simplement que l'équipe a les moyens pour réussir et non plus la personne qui dit quoi faire. Donc il y avait un changement de paradigme fort dans les missions du manager. Nous avons conçu d'ailleurs en collaboration avec Rhapsody un parcours de formation pour les managers chez VP qui concerne 80 managers à la tech et qui serait étendu l'an prochain à l'intégralité des managers du groupe. Donc un investissement important sur les personnes au travers de parcours de formation pour les aider à accepter le changement et leur expliquer de manière continue comment ça se passe et quels sont leurs nouveaux rôles et responsabilités. Du monitoring, évidemment, parce qu'on ne peut pas déléguer autant de responsabilités sur des masses financières aussi importantes sans regarder ce qui se passe et sans demander un peu de compte. Donc, et s'assurer que tout est bien accepté également au sein des équipes. Donc on met en place des systèmes de baromètres d'engagement et, comme je vous le disais, une gouvernance recette avec des comités d'investissement et des boards produits pour s'assurer que les équipes vont dans le bon sens. Et du coaching, ce sont des changements importants en termes de mission et il est difficile pour la plupart d'entre nous d'appréhender correctement ces nouvelles missions qu'on nous demande d'assurer. Et donc c'est en cela que la définition des rôles et responsabilités est extrêmement importante et le coaching aux équipes est important pour cette difficulté, pour les aider à s'approprier ces nouveaux rôles. Donc voilà les 3 piliers sur lesquels on s'appuie pour aider nos collaborateurs à embrasser le changement quelque part et s'assurer qu'on est capable finalement de voir venir le prochain changement avec sérénité. On a prévu un peu de temps pour des questions après chacune des présentations, donc si vous avez des questions à poser à Mathieu, n'hésitez pas. Oui, ouais, super. Dans les 4 équipes que tu avais définies tout à l'heure, sur le centre tech, comment vous les répartissez en fait? C'est sur chaque morceau d'un code, le back, le front, etc. Donc comment vous répartissez 900 écoles sur la tech? Alors, on a, avec notre architecte fonctionnel, a fait un découpage fonctionnel du système d'information. Donc, en définissant des grandes zones, typiquement la finance, la supply, la logistique. À l'intérieur de ces grandes zones, redécouper des scopes fonctionnels bien définis, c'est-à-dire un ensemble de services cohérents entre eux. Par exemple, dans la Digital Factory, qui est l'usine qui produit des catalogues, il y a un ensemble fonctionnel qui
qui correspond au shooting, enfin à la prise de photo, donc tout un ensemble de solutions pour la prise de photo. On en a fait un produit qu'on appelle Media Production et une équipe produit qui est en charge de développer tout le système d'information avec, encore une fois, soit du développement interne, soit de l'achat de solutions externes et de l'intégration du système d'information. Et à l'intérieur de cette équipe, on y met des gens qui ont la compétence pour développer ces solutions-là, un product owner qui a généralement de l'expertise sur ce domaine métier, et on fait travailler tout ce monde ensemble de manière stable dans le temps. Par moment, ils ont beaucoup d'activités, ils sont obligés de refuser des demandes pour les décaler plus tard dans le temps, et par moment, ils ont un peu de temps pour travailler sur le fond. Mais l'équipe est du coup en charge de son backlog sur un micro-périmètre. Et on a couvert l'intégralité du système d'information de VP pour le mapper sur cette organisation, y compris des choses vraiment auxquelles on ne penserait pas, comme par exemple le système d'information RH. Workday, chez nous, c'est notre système d'information, est piloté, développé par une équipe produit, avec son PO et son équipe de dev. Même ça. Il y avait une autre question? Oui. C'était par rapport aux objectifs finaux qui étaient attendus en termes de réactivité, de nouveaux produits sur le marché, etc. Est-ce que, a posteriori maintenant, vous avez pu vérifier que vous les avez atteints ou pas? Pas tout le temps, oui. On a pu vérifier qu'on n'était pas tout le temps au rendez-vous de la promesse. Les principaux bloqueurs à ça, c'est une mauvaise analyse des dépendances a priori. On estimait par exemple pour sortir une marketplace, il nous suffisait de mettre un nouveau frontal et d'avoir un système qui nous permettait de faire la captation des catalogues. Non, on avait des dépendances typiquement au système de captation du cash et de restitution des commissions. On avait des problèmes également de référentiels d'articles qui ne sont pas les mêmes entre nos flash tests classiques et la marketplace. Bref, une mauvaise analyse des dépendances fait qu'on n'a pas tout le temps été au rendez-vous du delivery des produits. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est une mauvaise connaissance de la vélocité de nos équipes et une mauvaise analyse de la complexité des sujets. On avait des équipes qui étaient trop juniors ou qui avaient une mauvaise capacité à estimer la complexité. Et typiquement là, on s'est aussi par moments planté sur notre capacité à livrer dans le temps. Oui. Comment vous analysez les dépendances? Comment vous avez fait? Pour analyser les dépendances, ça passe par un travail de cartographie qui est commun entre... alors, il y a des dépendances qui sont travaillées à l'aune des process. Donc, on va regarder un processus métier, se dire par quel bout de système d'information ça passe, quels sont les flux de données. Et donc, à partir du moment où on doit faire transiter une donnée d'un système vers un autre, on estime qu'il y a une dépendance, même si on ne l'avait pas vu, parce qu'en fait, c'est un opérateur qui, dans sa tête, c'est un opérationnel qui, dans sa tête, dit tiens, j'ai cette data, il faut que je la copie de là à là. On a analysé les process déjà pour définir quelles étaient les dépendances en termes de flux de données. Ensuite, avec les architectes, des dépendances en termes de système d'information. Et on en est arrivé à une cartographie des dépendances qui est, encore une fois, un objet vivant. C'est justement ça. Comment vous maintenez ça? Parce que avec l'agilité et les différents sprints que vous avez, c'est quasiment impossible. C'est très mal. Ouais. Alors, c'est ce que je disais, ça fait partie des sujets qu'on a essayé d'attaquer et qui aujourd'hui, ont des outils qui nous permettent, par exemple, avec l'analyse automatique des repositories de code, de détecter quels sont les produits en dépendance au travers des différentes API qui peuvent être exposées par nos produits. Mais ce n'est pas suffisant, il faut encore qu'on aille à un cran suivant, il faut qu'on arrive à vous savez, les dépendances, c'est pas une photo à l'instant T, il faut regarder tout le film. Parce que quand on veut développer un système d'information, une grosse structure dans le système d'information, le schéma de dépendance va évoluer dans le temps. Il ne va pas passer de A à B en un claquement de doigts. Il y aura plein d'étapes intermédiaires. Donc il faut aussi qu'on arrive à reconstituer le film et la vie de ces dépendances. Donc tout ça, c'est extrêmement complexe. On n'a pas encore tout le tooling et toute la méthodologie qui nous permet de le faire, mais ça fait partie des ambitions. Et en fait, on a une super équipe d'archi et de business process owners qui vont, je pense, nous permettre de nous améliorer là-dessus. Juste pour rebondir là-dessus, ce qui est important aussi, c'est que c'est un sujet extrêmement complexe, la gestion des dépendances, surtout quand on a 80 équipes produits, etc. Mais on n'attend pas d'avoir la solution ultime pour avoir quelque chose. C'est-à-dire que, comme Mathieu le disait, on a quelque chose d'imparfait, mais on a quand même quelque chose. Donc on a des éléments, on intègre aussi cette approche agile finalement, en faisant en sorte qu'on ait un premier bout de système qui nous donne une première vision des dépendances. C'est dans un outil de tableur en ligne, là, on a demandé au product owner d'identifier les dépendances avec les autres produits, etc. Ça nous permet de générer des petits graphes. On a donc quand même déjà une première cartographie qui est là. Elle n'est pas parfaite, on peut la compléter, mais au moins on a quelque chose et on peut s'appuyer là-dessus pour travailler. Comment vous mesurez la business value apportée?
Alors ça va dépendre. On a différents types de produits. On a des produits qui sont dits customer facing, donc typiquement le catalogue, la homepage, la page de login, etc. Et pour celle-ci, on va définir des KPI de performance. Par exemple, sur la page de sign-in, ça va être le taux de conversion de visiteurs en membres. Et pour cela, on a grosso modo la capacité d'AB tester des features qu'on a envie de mettre sur le marché. Et donc en fait, en couplant la performance de deux options d'AB testing et l'amélioration de la KPI, on a des modèles de controlling qui nous permettent de dire si on augmente de 1 point le taux de conversion de visiteurs en membres, on augmente de temps le turnover. Donc ça, c'est une première catégorie de produits qui est assez simple à estimer en termes de business value. Ensuite, on a des produits qui sont plus axés efficacité opérationnelle des équipes, où là, concrètement, on va chercher à regarder comment le produit contribue à la réduction du lead time ou à l'augmentation du nombre d'unités produites par unité de temps. Et là, de la même manière, en se fixant un KPI, on a une équipe de controlling qui nous fait le calcul en disant si vous améliorez de 1 jour le lead time sur tel processus, on économise tant d'argent. Et ensuite, on a des produits beaucoup plus compliqués qui sont des produits beaucoup plus core. Par exemple, notre référentiel article, notre référentiel membre. Là, c'est beaucoup plus compliqué de se dire si jamais j'améliore d'un point la qualité de la donnée des articles, quelle est la business value créée. Bon, là, concrètement, j'ai essayé plein de modèles, on s'est cassé les dents plein de fois. C'est souvent vu comme fumeux par la direction financière et on se bat un petit peu pour rien. Ce qui est certain, c'est que ce sont des composants qui sont des must-have. Donc, après, ça reste de l'appréciation un peu. Comment dire Workday, sur l'équipe qui s'occupe de Workday. Oui. Alors là, typiquement, il y a des processus métiers RH qu'on a pu streamliner avec Workday. Auparavant, on était beaucoup en échange de mails, en échange de documents sur toute la partie d'évaluation annuelle des collaborateurs, sur toute la partie parcours de recrutement. Et donc, on a pu mesurer la réduction du temps de travail. Je comprends la valeur de Workday, mais avoir une équipe de 8 personnes, 10 personnes qui constamment sont tuées. Ah bah, c'est là où il y a des sujets. Cette équipe RH, elle ne pose pas que sur Workday, mais autour de Workday, il y a tout le tooling autour des voyages. Donc, on a 14 pays, 14 bureaux, et donc chez nous, la gestion des voyages et la réduction des coûts de voyage, c'est un vrai sujet. L'équipe RH crée les connexions, les tableaux de bord, etc., pour qu'on puisse optimiser ça. Il y a la partie payroll qu'on a chez CGI qu'il faut qu'on intègre. Des sujets, il y en a constamment. Ceci dit, on est capable d'accélérer ou de ralentir. Suivant la pression, business qu'il y a sur une équipe produit, on se donne la possibilité de réduire l'investissement qu'on y met en fonction de la valeur escomptée. Donc typiquement l'équipe RH, ça fait partie des sujets sur lesquels peut-être l'an prochain, après les grands projets, on va légèrement réduire la capacité pour la réallouer. Oui, j'avais une question sur les 4 étapes sur les objectifs. Oui. Comment est-ce que vous faites pour réconcilier, du coup, si je prends la 4e étape sur la mission, les tâches, réconcilier avec la vision à long terme? Parce que j'imagine que la vision, c'est plutôt top manager, le board, et les tâches, pour le coup, chaque. Qu'est-ce que vous faites En fait, comme je disais, il y a vraiment deux manières, il y a vraiment deux axes. À la maille de l'équipe, à l'échelle de l'équipe, quelle que soit l'équipe, encore une fois, ça peut être un département comme une équipe produit, comme le COMEX, chaque équipe doit se définir sa vision et sa mission. Quand je vais voir une équipe produit, je lui demande quelle est ta vision pour ton produit, le produit, admettons, qui gère les bons de commande, parce que chez nous, les bons de commande, c'est compliqué, c'est 3000 lignes qu'on envoie aux marques pour demander l'approvisionnement d'articles. C'est quoi la vision de ton produit? C'est de faciliter l'échange de données avec les marques pour l'approvisionnement d'articles. Enfin, ça peut être quelque chose comme ça, je ne connais pas par cœur. On lui demande de définir une vision long terme. C'est d'être le meilleur système d'échange de données articles avec les fournisseurs. Vision. Strategic goals, pareil. Donc voilà, l'équipe se définit chacune de ces strates-là, et ensuite, évidemment, les tâches doivent contribuer à atteindre les résultats clés qui contribuent à aller vers l'objectif. Ces objectifs doivent mécaniquement servir les milestones stratégiques qu'on fixe pour son équipe, et les milestones stratégiques, c'est comme la montagne, doivent servir à aller vers la vision. C'est plutôt descendant ou... Au sein d'une équipe, elle doit effectivement commencer par se définir sa mission, et puis ensuite détailler. Et au sein de l'entreprise, on cascade ça sur tous les maillons de l'organisation. Donc, ce qui est compliqué, ce qui est vraiment compliqué, c'est de faire en sorte que quelqu'un lit la mission de VP, créer Pink Experiences Everyday, c'est ça la vision de l'entreprise. Si vous êtes dans l'équipe, je reprends la RH, Pink Experiences Everyday, je fais quoi aujourd'hui pour créer des Pink Experiences? C'est pas évident.
Donc en fait, on va plutôt regarder quels sont les objectifs et qui résultent que se fixe le comité exécutif pour le trimestre. Par exemple, ça va être réduire de 5% les coûts de voyage, parce qu'on a un de nos objectifs stratégiques qui est de réduire les coûts, enfin d'augmenter la marge. Et donc là, l'équipe produit HR va se dire, ah bah tiens, là-dessus, je peux faire quelque chose, quoi. Voilà. Et donc se définir du coup un plan d'objectifs pour le quarter, aligné avec le plan d'objectifs du COMEX. Parce que si vous cherchez à faire ça pour payer la vision ici par une équipe ou un collaborateur, des fois c'est compliqué. Ce qui est bien important sur les OKR, c'est qu'en fait, ici, chaque équipe est quand même complètement autonome dans la définition de ses OKR. Donc, les OKR qui sont définis ici, c'est bien l'équipe elle-même et toute seule qui va définir leur composition. Et en général, pour la grande majorité, ils vont contribuer aux OKR de l'expo. Maintenant, s'il y a des objectifs qui sont propres à l'équipe intrinsèque, par exemple sur le processus de fonctionnement interne, etc., il peut y en avoir. Okay. Donc on a vraiment cette déclinaison à l'échelle de toute l'organisation, elle n'est pas descendante au sens où ce n'est pas une équipe de direction qui va fixer les objectifs ou les qui résultent des équipes. Ils fixent un cadre et après les équipes sont en autonomie pour elles-mêmes dire comment est-ce qu'elles ont envie ou comment est-ce qu'elles peuvent contribuer à ce cadre. Oui, mais nécessairement le plus haut de la pyramide, ça doit être la pointe du bas de la pyramide du comité de direction, parce que sinon ça ne marche pas. Sinon on peut avoir des équipes qui ont des visions ou des missions qui sont complètement décorrélées. Bah, donc nécessairement ça redescend d'abord du comité de direction, et après on pourrait presque les superposer en fait. On leur demande d'explorer comment est-ce qu'ils contribuent, et ensuite nous on vérifie que cette contribution est suffisante, mais qu'elle n'est pas exclusive. Comme disait Séverin, ça peut être important par moment d'aller chercher de l'innovation, d'aller chercher des relais de croissance, et on a des équipes produits qui s'écartent un peu de la vision stratégique pour explorer ce que pourrait être demain, je sais pas, des nouveaux outils pour faire du pricing automatique sur catalogue, même si ce n'est pas la demande express de la direction. Notre travail, enfin le mien en tout cas, c'est de vérifier qu'on a une contribution suffisante des équipes produits aux objectifs de l'entreprise. Et deuxièmement, qu'il y a un alignement entre ces objectifs. Comme je disais tout à l'heure, quand il y a des dépendances, c'est important de s'assurer, pour délivrer de la valeur de bout en bout, que les équipes sont alignées entre elles. Oui. Vous avez parlé du côté expérimental et du droit à l'erreur. Vous n'avez pas imagé. Du coup, ça a été quoi? Est-ce que vous avez eu des instants de doute? Ça a été quoi les difficultés que vous avez rencontrées? Alors, elles sont de plusieurs natures. Déjà des doutes sur cette organisation et notamment son acceptation par les autres membres du comité de direction de la société, parce que c'est un changement de paradigme important. Auparavant, il y avait une notion de clientélisme vis-à-vis de la tech, et là, il y a une grosse autonomie. Donc on va écouter vos besoins, mais on a une autonomie pour prioriser. Là, ça ne crée pas assez de valeur, ben non, tant pis, ça sera pour plus tard. Donc il y a eu un rejet assez fort dans certains pans de l'organisation. Il y a eu un doute quand on a douté de notre capacité à avoir la masse critique pour transformer la société. Heureusement, avec le temps, on a réussi à faire la démonstration des bénéfices apportés, mais il y a eu des doutes importantes au top niveau. Au niveau de chacune des équipes, oui, il y a des doutes toute la journée qui correspondent à notre capacité à piloter un dispositif aussi complexe. Certes, il y a des choses qui nous échappent. Il y a des sujets sur lesquels on a dû itérer 4-5 fois, investir plusieurs millions d'euros et les mettre à la poubelle. Parce qu'on s'est trompé dans nos choix, on s'est trompé dans notre compréhension du marché, dans la capacité des équipes à délivrer, dans notre capacité à accompagner les équipes dans la transformation de la valeur. Des doutes dans les gens. Parce que quand on passe, on a triplé l'équipe technique en 2 ans, on a fait des erreurs. Ou alors il y a des gens qui ne se sont plus reconnus dans cette transformation et qui ont quitté l'entreprise. Donc voilà le genre de doute qu'on peut avoir. On s'est trompé à peu près sur tout. On s'est trompé sur la structure, on s'est trompé sur les choix qu'on a fait en termes de design ou de priorité et sur les gens. Mais globalement, on a plus réussi que ce qu'on s'est trompé. Est-ce qu'il y a des modèles qui vous inspirent? Dernière question, après on va vous inspirer ou qui vous inspirent? Oui, on essaie de se nourrir des expériences qu'on a pu voir ailleurs. Moi, je me suis beaucoup, en arrivant chez les banques privées, inspiré de ce qu'ont fait mes collègues CPO dans les grandes boîtes françaises, que ce soit
Voyager SNCF, enfin maintenant oui SNCF, Deezer, Blablacar, Société Générale. J'ai pas mal discuté avec elle et on s'est dit et le CTO est quelqu'un qui également a été nourri des expériences plutôt américaines sur le sujet. Et on s'est dit qu'on avait un terreau sur VP avec un actionnaire qui voulait vraiment être un peu complexé vis-à-vis de la tech et voulait donner un nouvel élan à la boîte. Donc on a vu là la capacité à étendre ce qu'on a pu voir à l'extérieur chez des Spotify ou des boîtes comme ça à l'intégralité de l'écosystème de VP, même si on n'est pas une boîte 100% digitale. On ressemble à une boîte tech, mais en fait on est quand même dans les 6000 personnes, on a quand même 2500 qui travaillent dans les entrepôts. Donc c'est quand même de la grosse industrie quelque part. Merci beaucoup Mathieu. Merci. Bonjour à tous, merci à Rhapsody de m'avoir invité, à Séverin en particulier de me permettre de partager cette expérience. Alors moi je vais vous parler, c'est un peu différent, vous allez voir, je vais me présenter évidemment. Moi je suis un peu plus mégalo que Mathieu, donc j'ai mis un slide sur le sujet. Bon, l'idée c'est pas de vous passer mon CV, en gros j'ai fait différents métiers, du dev, technique, admin, sys, etc. Après, rapidement sur la gestion de projet, alors plutôt de projet interne, systématiquement interne, pas trop à destination du client dans un premier temps. Et rapidement je me suis retrouvé dans le management, que ce soit à l'autorité des marchés financiers, à Oxaïd ou chez Claranet. Et ce qui est assez drôle, c'est que dans la totalité de ces entreprises, en fait, j'ai connu un projet de transformation, de réorganisation, parce que systématiquement, il y avait une croissance de la population, qu'elle soit technique ou même globale de l'entreprise. Sur la première partie, c'est un changement que j'ai complètement subi, c'est-à-dire que c'était classique, on a une DSI, elle doit croître, elle a des enjeux, puis on me dit maintenant l'organisation ça va être ça, vous allez à tel endroit, vous occupez de telles équipes, etc. Sur la partie Oxalis, je vais le détailler beaucoup plus en détail, c'était un changement plutôt inspiré, vision, avec une DG gourou, je vais y venir juste derrière. Et ensuite, Claranet, alors je me permets de dire, puisque l'ancien directeur général d'Oxalis, fondateur, est ici. Et ensuite, il y a une partie Claranet où vous allez voir, c'est un projet de transformation lié à un rachat d'un certain nombre d'entreprises en très très peu de temps. Alors la première partie, je ne vais pas m'étendre trop longtemps sur le marché, parce que ce n'est pas ce qui vous intéresse. Alors moi, ce qui vous intéresse, c'est le contexte. Le contexte, c'est le marché de l'infogérance et de l'hébergement, c'est ce qu'on fait, c'est typiquement le genre de client qu'on aimerait avoir, c'est VP. C'est-à-dire que vous avez notre capacité à héberger des applications critiques, web ou SI, et en fait, garantir leur disponibilité 24/7, accompagner le client dans la transformation de sa propre application. Il a parlé de tous les enjeux qu'il avait, c'est typiquement ce vers quoi on veut l'accompagner. Mais là, pourquoi je vous parle d'un marché d'abondance? Parce qu'en fait, quand ces structures-là se créent, vous avez, peu importe votre organisation, si vous avez une bonne idée, vous avez des people un peu smart, vous avez une taille pas trop grosse, donc ça vous permet d'aller sur ce marché-là, vous avez un droit à l'erreur qui est colossal, et pourtant vous avez des résultats, peu importe votre organisation. Ensuite, on est arrivé sur une période de rationalisation, c'est-à-dire que toute la concurrence, elle commence à se structurer, elle commence à se racheter ou à être rachetée. Et vous avez des enjeux d'organisation qui sont beaucoup plus importants. Vous devez répondre à quelque chose qui n'existait pas dans la période d'abondance où il n'y avait que de l'émergence. Et enfin, vous avez la transformation à deux niveaux. Mathieu l'a bien dit, ils se sont transformés technologiquement sur leurs produits, mais on a aussi eu la matière première qui s'est transformée. On avait, à l'époque, on vendait des serveurs, on avait une marge confortable, et puis vous avez l'arrivée des différents cloud providers, que ce soit Google, Amazon, Microsoft, qui eux viennent capter cette marge-là et qui changent totalement votre manière de concevoir en fait les applications, et ça se retrouve sur les métiers intermédiaires que nous on a. Alors, Oxalid, vous allez voir dans ce contexte-là, Oxalid est arrivé au moment de l'abondance, de la période d'abondance, et on est passé en 5 ans de 10 collaborateurs à une centaine, avec entre 15 et 20% de croissance par an, et vous avez quelque part toute cette stratégie, elle est portée par une direction générale qui était sincèrement brillante et qui a réussi à faire en sorte de créer un climat de confiance. Vous avez une vraie transparence, une vraie volonté, une vraie culture, et c'était des personnes choisies. Et quand vous vous réorganisez, c'est un critère qui est, vous allez voir, parce qu'on parlait d'erreur tout à l'heure, c'est un critère qui est très 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 important, c'est-à-dire que quand vous avez choisi vos collaborateurs, vous avez déjà un terreau qui est très très favorable à faire des changements. Vous avez des gens qui committent beaucoup plus facilement, qui se posent moins de questions et qui ont tendance à suivre
votre direction générale qui est très entreprenante en fait. Alors je vous parlais tout à l'heure, voilà, la direction générale, alors qu'on est dans l'abondance et que ça marche bien, la croissance, etc., pourquoi changer? Pourquoi changer? Ils ont pris une analogie, c'est pas la mienne, je la trouvais bien, donc je l'ai reprise. C'est-à-dire que vous avez Kodak qui à l'époque était leader sur le marché de la photographie argentique, et en fait ils ont dit à une certaine époque, la photo numérique ça ne marchera pas. Et ils se sont trompés et depuis, vous connaissez leur histoire et ça a été dominé par d'autres acteurs alors qu'ils avaient une avance colossale sur le métier. C'est un peu la même chose, c'est qu'on a une direction générale qui s'est dit s'il y a une transformation qui arrive, il y a un mur potentiel qui arrive, si moi je ne me réinvente pas, si je ne m'organise pas pour répondre aux enjeux. Et parmi ces enjeux, vous avez, alors je vais passer d'abord sur la partie s'adapter aux habitudes de consommation qui changent, parce que c'est dans le cadre de la transformation. Que vous avez des clients qui, à une époque, disaient moi, ce que je veux, c'est un produit stable, sécurisé, fiable. Et puis, je mets le moins possible de technologies innovantes en production parce que, comme ça, j'ai mes garanties. Sauf que ça change. Aujourd'hui, tout le monde a envie d'aller vite. Vous avez envie sur votre téléphone portable, vous changez d'application, vous ne voulez pas vous engager, vous voulez que ça coûte pas cher, vous voulez de la qualité, vous voulez que ça change régulièrement. En tant que consommateur, ça se retrouve aussi en B2C, en B2B, etc. C'est exactement la même problématique. Et ils se sont dit, ok, on commence à avoir une taille critique, 80, on a une croissance importante, on ne peut plus prendre les décisions. On commence à gérer trop de choses, on est trop loin du terrain, on est trop loin des clients. Alors évidemment, ils essayent de rester en contact. C'est-à-dire, si nous, on est en panne d'idées, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, évidemment, alors on a la notion de passage à l'échec, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, on ne peut plus porter toute cette responsabilité-là, ça ne fonctionnera pas en fait. Du coup, ils ont décidé, ils se sont inspirés, vous parliez tout à l'heure d'inspiration, donc évidemment il y a l'agilité, il y a le lean, vous aviez une organisation opérationnelle qui fonctionnait, dans laquelle on a injecté de l'ITIL, j'en parlais du lean, et ça fonctionnait bien d'un point de vue opérationnel, sauf que ce n'était pas orienté client, c'était orienté technologie. Donc ils ont décidé, en s'inspirant de Reinventing Organization, ça a été de mettre en place un modèle d'entreprise organique. Pourquoi organique? Alors vous trouverez le mot entreprise libérée, etc. Libérée correspondait moins à ce qu'on estimait être une entreprise organique, c'est-à-dire la capacité à s'adapter à un environnement externe ou interne qui bouge beaucoup. Et c'est pour ça que l'organique, la nature s'adapte en fait. Et donc vous avez une organisation en business unit avec des équipes, tout pizza team, on parlait d'inspiration tout à l'heure, pareil, on s'est inspiré de Spotify. La difficulté c'est que nous on n'avait pas un produit au cœur des enjeux, mais bel et bien un service qu'on rendait aux clients. Donc on a néanmoins essayé de transposer cette logique produit vers le service, en fait, et l'organisation qu'on a. Donc l'idée c'est que ces business units, elles portent une vision marché, elles portent une stratégie, elles déclinent une stratégie, et du coup elles s'adaptent. Et ça nous permet d'avoir différentes vitesses. C'est-à-dire que, alors pour les business units, vous avez donc software, retail, média presse, industrie, services et finances. Et toutes ne vont pas à la même vitesse, et c'est normal, y compris la croissance. C'était un leurre de croire que tout va à la même vitesse tout le temps et qu'on réorganise tout de la même manière. Ensuite, vous avez la partie manager vers leader. Alors, je suis fan de cinéma, c'est le seul endroit où je vous ai mis une photo où vous avez une référence. Donc, au service d'eux, c'est-à-dire que vous avez une posture qui change. Vous êtes là pour faciliter ce qui se passe sur le terrain, parce que c'est là qu'est rendu le service au client, et non pas dicter un comportement, voilà comment vous devez faire, voilà comment ça doit se passer. Ça veut dire que, pourquoi je le connecte au tooling? Parce qu'en fait, l'objectif des managers, c'est de trouver au sens large tous les outils qui leur permettent de prendre des décisions, de mesurer, de se rendre compte qu'on a un échec le plus rapidement possible. Et c'est là qu'est la transformation du rôle. Évidemment, on a eu plein de difficultés. Alors, on pourrait le dire, je mets le client au centre, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément que le business, c'est la qualité de service au sens large, parce qu'on part du principe que le business se développe aussi si vous avez une bonne qualité de service. C'est pour ça qu'on a mis la qualité de service. Évidemment, ça n'a pas été facile, parce qu'on a des clients qui se sont dit, vous avez bien organisé, on a une équipe qu'on connaît bien, pourquoi vous la changez? Ça se passe bien. Et en fait, il se trouve que ce discours-là, on l'a testé sur le terrain, et c'est un discours qui marche.
monsieur le client, en fait, on est orienté sur votre métier. Vous avez des soldes, on est dans le e-commerce, vous avez des soldes, on a une équipe qui est proactive, qui vous dit attendez, c'est le jour des soldes, attention, ne changez pas votre catalogue à la dernière minute, prenez la peine de préchauffer le cash, etc. Chose qu'on n'avait pas forcément, parce qu'avant on était organisé plutôt autour de la technique. Donc là on est sur le métier du client, on en comprend les enjeux, et donc on a un dialogue qui est beaucoup plus haut niveau, et après on en décline les stacks, tout ce qu'il y a derrière. Et donc ça a été plutôt une réussite, et je vais vous dire après pourquoi c'est une deuxième réussite. Maintenir ses convictions. Pourquoi c'est difficile? Parce que justement, c'est bizarre de changer alors que ça marche. Donc c'est pour ça que le sponsorship au sens large, là c'était la direction générale, vous pouvez trouver un sponsor, vous pouvez vous faire accompagner, ça on en a parlé, ça fait partie des éléments à la fois sur le coaching et à la fois sur les convictions et la vision sur lesquelles Rhapsody sont intervenus. Ils nous ont dit, voilà, vous prenez, on va vous expliquer ce qui se passe ailleurs, ce qui se fait, ça vous rassure et ça vous conforte dans votre vision. Mais ça n'empêche qu'il faut rester sur ces positions. Il faut accepter de faire des erreurs sans à la première erreur se dire en fait je fais retour à rien, parce que sinon on se retrouve dans le Kodak. Je ne vais pas aller sur ce domaine-là, parce qu'en fait je préfère aller là où je maîtrise le plus les choses. L'autre partie, c'est la posture du comité de direction. Le comité de direction, bien souvent, même si vous avez choisi les personnes, il y a un côté je suis là où j'ai envie d'être. J'ai l'impression d'avoir obtenu quelque chose que je voulais depuis un certain temps. Et là, d'un coup, on dit, lâche les rênes, fais en sorte que les gens puissent prendre leurs décisions, que vous ne soyez plus les seuls à porter cette stratégie. Et là, vous avez une adhésion, la confiance jouait beaucoup, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un élément qui revient beaucoup. Et malgré tout, il y a aussi eu des pertes sur ce sujet. Vous avez les gens qui ont les dents longues, qui estiment que par définition, on leur retire quelque chose. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. Ça, c'est une vue d'esprit, ça n'est pas vrai. Il y a tellement de choses à faire. Dans quelque chose, une organisation qui bouge en permanence, croyez-moi, le rôle du comité de direction est majeur. L'adhésion, alors j'en ai parlé, hyper important, la transparence, la communication. Sinon, les gens ne comprennent pas les erreurs que vous faites, pourquoi vous les avez faites. Ils remettent en question la vision systématiquement pour rejoindre maintenir ses convictions. Et on a décidé là-dessus, on faisait une hyper communication. On était sur la collecte du feedback, la mise en place de collecte de feedback. On a mis en place sur le site, évidemment, toute la partie coaching, empowering des people, etc. Et on a aussi mis des dispositifs de contrôle qui permettent, dans lesquels on a intégré, j'ai dit tout à l'heure, mais les feedbacks. Et limiter le turnover, ça fait partie des difficultés. Oui, vous avez de la casse, obligatoirement vous avez de la casse. Néanmoins, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire en 6 mois, il y a eu une réorganisation totale avec bascule de tous les clients, réorganisation, changement d'équipe. On a intégré les équipes à cette réflexion. On a dit le marché du retail, c'est 5 millions, n'importe quoi, 5-6 millions d'euros de chiffre d'affaires dans l'équipe. Ça veut dire tant de people pour réaliser ça. On a mis un tableau, on a dit maintenant vous vous positionnez, simplement vous ne pouvez pas avoir plus de people qu'on en a besoin. Donc après, ils ont eux-mêmes discuté entre eux. Il y a eu des vraies concessions. Il y a des gens qui ont dit bon, ok, je ne vais pas dans celle-ci, je vais dans telle autre. Puis dès qu'un poste s'ouvre parce qu'il y a de la croissance, dans ces cas-là, je vais bouger d'une place à une autre et ça me va en fait. Et là-dessus, je pense que le projet de réorganisation a eu 0 turnover. Hormis le comité de direction. Pourquoi ça a été une réussite? La réussite majeure, c'est qu'à ce jour, et c'est mon histoire d'après, c'est-à-dire que Oxalide a été racheté par Claranet. Les équipes qui ont été créées, aujourd'hui sont toujours existantes 2 ans après le rachat, ont leur stratégie, leur vision, leur développement de produits, parce qu'on est de plus en plus orienté sur un catalogue, etc. Et elles sont opérationnelles, elles n'ont pas été touchées. Bien au contraire, elles ont plutôt justement rayonné sur les autres équipes. Et j'en viens à ma deuxième histoire. Ma deuxième histoire, c'est complètement différent. C'est-à-dire que là, vous avez donc Claranet, qui était l'équivalent d'Oxalide au moment de l'abondance, et puis, dans le cadre de la rationalisation, a commencé à racheter. Ils ont racheté 7 entreprises. C'est une stratégie avec une direction générale, avec une stratégie tout à fait cohérente. C'est-à-dire qu'avant, on adressait, ce qui était le cas d'Oxalide, une partie de l'offre, et eux se sont dotés d'entreprises, soit concurrentes qui adressaient la même offre, soit de sécurité, de big data, etc., pour étendre leur portfolio. Et du coup, la stratégie a été comprise. En revanche, il y a une vraie inquiétude, parce que quand vous rachetez 7 entreprises en 6 ans,
par définition, à chaque fois que quelqu'un arrive, vous intégrez des nouvelles personnes, des nouveaux managers, des nouvelles manières de faire. Pour peu que vous soyez racheté une entreprise concurrente, ce qui était le cas aussi avec Olivier, vous vous dites, on va se comparer, on va nous dire qui on est meilleur, moins bon, etc. Donc vous avez un terreau que vous devez travailler un petit peu plus pour réorganiser. Et je vous l'ai dit, la culture, parce que la culture est au centre, pour moi, c'est un avis, est au centre de la capacité que vous avez à réorganiser. Si vous n'avez pas une culture, si vous n'avez pas travaillé sur votre culture, c'est difficile de réorganiser. Alors, on a fait en 3 phases. La première phase, et je dirais que c'est la phase donc de découverte et de théorie, et j'aurais pu écrire et des erreurs. C'est une phase durant laquelle tout le monde s'est un petit peu regardé. Oxalis venait d'être acheté. Il y avait des démarches, Mathieu en a parlé tout à l'heure, qui étaient des démarches, non c'est Séverin, pardon, dans son introduction qui disait vous avez des démarches plutôt en mode projet. Là je vais faire un projet de rationalisation, d'harmonisation à tel endroit, à tel endroit. Donc c'est par petites touches. C'est beaucoup plus vite que ça. Donc voilà, donc vous avez toute cette partie-là sur l'apprentissage, et il y a une équipe, on a constitué une équipe de transformation. Cette équipe de transformation, parmi les erreurs qui ont été faites, 100% des membres constitués étaient issus d'une entreprise rachetée qui était Oxalis. Donc il y avait déjà une difficulté d'adhésion au projet en lui-même, parce qu'on disait pourquoi on va prendre tel modèle puis tel autre, etc. Néanmoins, a émergé un gros travail qui a été fait, c'est-à-dire vous commencez à travailler le terreau pour une acceptation de la transformation. Et on a construit une démarche très structurée avec des principes sur l'organisation cible, des petites équipes à taille humaine, avec le changement de posture du management et des KPI, enfin bref, je ne vais pas tout vous détailler, mais ça c'était la phase de conception. Sur cette phase-là, on a eu très peu d'adhésion. Du coup, on s'est dit, ok, qu'est-ce qui a expliqué? On a fait une petite introspection, rétrospective, vous appelez ça comme vous voulez, où on a analysé les raisons pour lesquelles on avait connu un échec. Et ces raisons, c'est les décisions. Et on en était toujours entre deux. On voulait ménager la chèvre et le chou, on voulait peu de dégâts. Donc c'était finalement, on voulait tellement peu prendre de décisions qui aient des conséquences qu'on a subi des décisions. C'est-à-dire le non-décision, pardon. Et vous avez, dans la phase 2, ce qui a été décidé, c'est beaucoup plus décider, trancher et assumer qu'il peut y avoir de la casse parce que vous transformez. Du coup, pareil, ce qui a été fait, c'est on avait fait un seul chantier qui était une réorganisation globale, alors que ça incluait du coaching, un travail sur la culture et une réorganisation opérationnelle. Sauf que vous meniez tout ça à la même vitesse, et ça c'est une erreur parce que vous avez l'impression, les gens du terrain ont l'impression qu'il n'y a pas de résultat. Mon manager n'a pas changé de posture, alors que je me suis réorganisé, c'est pas grave, j'estime que je ne me suis pas réorganisé, que le projet n'a pas avancé en fait. On a distingué ces 3 chantiers et on a mis davantage en place un dispositif de délégation de relais sur le terrain pour faire en sorte que ce soit l'intelligence collective qui fasse émerger les priorités en fonction des différentes équipes. À tel endroit, il vaut mieux que je réorganise de telle manière, à tel endroit, de telle manière. Donc des relais collectifs sur lesquels on pouvait s'appuyer. Et ça, les conclusions, ça a été une adhésion en hausse et qu'on a eu une vitesse on n'a pas réalisé et ça on a été beaucoup plus rapide. Il faut savoir que ça c'est 6 mois, là c'est 1 an. Et là, on est passé en septembre en phase de run. La phase de run, ça ne veut pas dire que c'est terminé, on a tout transformé. C'est-à-dire que le changement est accepté, il est dans l'ADN, et que l'équipe qui est en charge de la transformation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'assure au quotidien que les gens avancent. Enfin, au quotidien, évidemment, on ne peut pas les voir tous les jours, mais au quotidien, c'est je pose des questions. Est-ce que tu avances si tu n'avances pas? Aujourd'hui, si tu n'avances pas, si tu dois mettre en pause l'organisation, pour quelle raison? Ok, le business, vous venez de signer un gros client, vous n'avez pas le temps d'y réfléchir, etc. Pas de problème, on met en pause et on se revoit dans ces moments, on en rediscute. Voilà, c'est comme ça qu'on a fait tout un mécanisme apprenant. Les difficultés, je vais toutes vous les afficher. Vous avez bien évidemment les mêmes difficultés que le projet que je vous ai donné juste avant. En revanche, vous avez un comité de direction qui sont issus de l'ensemble des rachats. Et là, vous avez évidemment un gros travail à faire parce que dans un comité de direction, vous avez beaucoup de personnes qui vont dire oui, suivre une direction générale, mais qui en réalité ne sont pas toujours en accord. Et ça, il faut l'identifier le plus vite possible et il faut casser ce genre de dynamique négative en fait. Alors, le business, j'en ai parlé, transformé en maintenant la qualité de service, c'est tout simplement avec la matrice de maturité que l'on fait. Quand on pose la question tous les 6 mois, on dit si tu as du business, il ne faut pas le casser, donc peut-être pour le mettre en stand-by, ou en tout cas par petites touches qui, elles, vont apporter du résultat business, systématiquement. On a tout un projet de culture qui est en cours et qui suit son propre slot. On s'est fait accompagner sur cette partie-là parce qu'on en avait besoin, juste
tout petit élément, même si c'est vrai, on va me mettre la pression. Sur la culture, il y a deux types de culture. Il y a la culture que vous créez parce que, exemple, vous avez recruté exactement des personnes qui sont dans la culture, et vous avez une culture qui est une culture du terrain. C'est-à-dire que quand vous rachetez cette entreprise, vous ne pouvez pas dire d'un coup, mais la culture c'est ça. Les valeurs, c'est 5 valeurs, et hop, vous êtes dedans. Parce qu'en fait, les gens vont dire que ça c'est une culture marketing, elle n'existe pas. Vous devez avoir une culture qui est issue de preuves de culture, ce qui se passe vraiment sur le terrain. Et là, à partir de là, vous pouvez travailler votre culture. C'est dans ce sens-là qu'il faut le faire et pas dans le sens inverse. Voilà, sur l'adhésion multisite, on a besoin de relais, de personnes qui incarnent cette transformation et qui sont des gens à côté d'autres personnes. Et pour ça, on a mis en place une équipe, cette équipe de transformation, j'en ai déjà parlé, elle maintient son travail. Elle mène la transformation, mais elle a une part aussi d'opérationnel. On a des chefs de projet, on a du RH, on a de la finance, parce qu'on souhaite que ce soit représentatif et qu'on ne se déconnecte pas d'une réalité. Voilà, et ça rentre dans la réalité. Voilà. Sur la réussite, vous en avez plusieurs, vous les laissez mais business et interne. On a une augmentation de la qualité de service. Alors, un des éléments clés en termes de KPI, c'est évidemment la croissance, et nous, on mesure la satisfaction client. La satisfaction client, elle était en baisse avec la totalité des rachats, elle est en hausse avec ce travail de réorganisation. Ça, c'est un élément très 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 clair. Et en plus avec la croissance, en plus elle monte alors que vous connaissez une croissance et que vous réorganisez. Voilà. L'agilité, c'est un discours qui marche beaucoup auprès des clients. On est en équipe, vous n'allez pas avoir une énorme équipe de personnes et puis on vous constitue. C'est une équipe qui est dédiée, orientée vers vous, ça marche très très fort, le client aime beaucoup. Et en interne, vous avez, vous voyez à peu près ça, mais on a une vraie adhésion, une clarté de l'organisation. Sachez que quand vous rachetez 7 entreprises, c'est difficile, surtout quand elles font la même chose, qu'elles produisent la même chose pour un même produit. Typiquement, c'est difficile d'y voir clair. Là, aujourd'hui, on y voit clair, et vous allez voir, voilà, c'est très clair. Alors, je vous l'ai mis en tout petit, etc., c'est exprès. Non, c'est pour vous dire que graphiquement, on est capable de représenter. On n'était pas capable de faire ça avant. C'est quand même un grand pas. Et là, vous avez, à chaque fois, c'est une équipe à taille humaine. Voilà. Le timing est parfait. Merci. Est-ce que vous avez des questions pour Emmanuel? Une question, mais ça s'adresse à tous les deux, parce que tu as mis le doigt sur des éléments qui me font aussi rebondir à ce que disait là-dessus. C'est de donner l'exemple du coup de Apple et Kodak. Mais ma question, c'est toute votre présentation est extrêmement claire, et quand on voit les KPI après, on se dit évidemment que voilà, vous avez raison de faire cette transformation. Mais comment est-ce qu'au moment où, le jour presque, on décide, on dit allez, on est face au mur, comment est-ce qu'on réussit à convaincre un comité de direction, et même au-delà, c'est-à-dire des actionnaires, parce que derrière, il faut aussi dire, je vais investir tant, parce que, alors soit c'est de l'investissement en disant, pardon, je vais faire appel à un cabinet, ou je vais faire du coaching, mais c'est aussi de l'investissement du type, on va perdre du temps, on va perdre des gens, donc c'est mesurable et non mesurable. Comment on réussit derrière à montrer que ça vaut le coup de le faire? Alors, la première élément de réponse, sur le premier projet, on a une direction générale, et vous allez voir, le mot est fort, mais c'est volontaire, dictateur. Mais en fait, ils avaient une telle adhésion, une telle confiance qu'en fait, les gens, ils sont très très peu challengés. Et le comité de direction qui a challengé, c'est pour ça que je parlais de dictature. En réalité, c'est à ce moment-là, c'est-à-dire soit vous adhérez, soit vous partez. Et ça, c'est quelque chose qui a été fait dans le premier projet, qui n'a pas été fait dans le second. Dans le second, où il y a effectivement une notion d'actionnariat, puisque pour acheter un certain nombre d'entreprises, vous avez en entrée de fonds, vous défendez ce projet-là. C'est-à-dire que ces slides-là que je viens de vous montrer, c'est expliqué. Et en fait, c'est assez clair. Dans notre cas, ce qu'a expliqué la direction, c'est de dire on va de plus en plus vers un métier de service. Avant, on vendait aussi du matériel. Sur ce matériel-là, on avait une marge très importante. Cette marge-là, elle commence à être captée par des tiers, qui sont les cloud providers. Du coup, nous, on doit faire en sorte de retrouver cette marge ailleurs. Et pour ça, c'est aller sur le service. Et il faut se transformer. Et quand vous avez 600 people, donc il faut transformer parfois le métier, si vous n'avez pas, en fait, si vous ne le faites pas, les actionnaires se disent, effectivement, ils vont dans le mur. Donc c'est votre capacité à convaincre, et il y a eu très peu de difficultés à convaincre. Après, ce qui est vrai, c'est que les actionnaires attendent des résultats. C'est pour ça que je parlais de la mesure. Nous, on n'en est pas encore au stade que j'ai trouvé très passionnant et que je m'empresse d'aller chercher les slides de Mathieu. Sur toute la partie OKR, on n'y est pas encore. Mais en revanche, on veut y aller pour mesurer un peu plus.
Ça fait partie des choses hyper importantes, la mise à disposition de l'information et la capacité à la mesurer. Et aujourd'hui, on en est encore à un stade où on a du ressenti, hormis la satisfaction client, hormis la croissance finale du chiffre. Ce qui est déjà pas mal. C'est des tout mis bout à bout, on en arrive. Chez Vicky, je pense que l'origine est un peu différente. C'est Jacques-Antoine Grandjean, le fondateur, qui était persuadé qu'il fallait changer de paradigme pour arriver à survivre. Donc c'est venu de la source, donc c'était extrêmement simple. Je dirais qu'il a eu ensuite à recruter les bonnes personnes pour que son projet prenne vie, mais on n'a pas eu de difficulté. La graine était déjà dans le terreau, donc on n'a pas eu de difficulté de conviction là-dessus. Donc dans vos deux cas, ça vient quand même aussi. Oui. Ça peut pas me Et c'est pour ça que je parlais de conviction. Parce que si vous ne maintenez pas vos convictions tout du long, d'abord ça donne l'impression que autant l'entreprise organique, l'objectif c'est de s'adapter à ce qui bouge. En revanche, votre vision, elle doit quand même être assez claire. Elle peut bouger, mais elle doit quand même être assez claire. Si vous commencez à aller à gauche, complètement à droite, radicalement, la vision c'est quand même compliqué. Et la vision, elle n'a pas changé depuis que je vous présente ce projet. La réorganisation Salit était 2016, et donc ça fait 3 ans, et cette vision, elle est encore d'actualité. Elle est toujours d'actualité. Juste une petite précision sur le Kodiak d'aujourd'hui. Comment convaincre un Kodiak avec des personnes issues d'entités qui ont été rachetées. Clairement, il y a une partie où la direction générale doit convaincre, et sinon se séparer aussi. C'est dur, hein, c'est pas facile. Je ne dis pas que c'est facile, et je ne dis pas qu'on va parfaitement le faire. Je dis que voilà, c'est énorme. Il y a une autre question sur le Kodiak, c'était très intéressant, notamment sur les équipes, on faisait 100 ou 900, sur le changement de mindset, suit ou pas. Pour éviter du turnover, vous parliez de coaching. Nous, on a essayé de mettre en place du coaching en interne, sauf que bon, ça n'a pas eu une adhésion de ouf. Mais quel type de coaching vous avez fait? C'est quoi? C'est du pur business, du développement personnel, etc. Enfin, comment on amène du coaching dans l'entreprise? Alors, nous, on a vraiment connecté le coaching. Alors, pareil, première expérience très facile. Enfin, c'est pas vrai. D'abord, on a eu une RH avec beaucoup de conviction. On a fonctionné sur du management 3.0 qui, même avant la réorganisation, elle était déjà partie sur ces choses-là. Donc du coup, on a été un peu plus là-dessus. L'adhésion du terrain, des collaborateurs du terrain, c'est quand même plus agréable parce que vous entendez dire sur Management 3.0, c'est je vais pouvoir développer, ça favorise l'initiative, vous êtes sur un rapport, le manager devient vraiment à votre aide, à votre écoute. Voilà, donc c'était plutôt facile et en plus on avait des managers d'une grande qualité, sincèrement. Sur le deuxième projet, le prisme qui a été pris, c'est qu'on a tenté au départ de faire du coaching de manière un peu classique, y compris dérouler le management 3.0, sauf que vous n'aviez pas la culture. Et la culture aujourd'hui, ce qui a été en fait, il faut faire du sur-mesure sur certaines équipes. Il faut être capable d'identifier. C'est-à-dire que vous savez qu'à tel endroit, il y a vraiment des managers qui ont des soucis, qui sont très top-down, qui managent à la tâche plutôt qu'au but. Là, vous allez faire un type d'accompagnement auprès des managers qui est très important. Donc vous faites votre diagnostic, il est hyper important. Et sur la première phase, c'est un peu l'erreur que l'on a faite, c'est-à-dire qu'on a voulu former des gens selon un modèle, et en fait, exactement. Et ça ne répondait pas à leurs attentes. Donc, voilà. Autre question? Sur la partie culture, d'abord le fait que vous aviez travaillé avec un cabinet, en fait, c'était dans quel but? Alors, on avait besoin, on ne se sentait pas suffisamment armé et crédible pour identifier les différentes cultures. On avait besoin d'une méthodologie externe avec une capacité de voir qu'est-ce qui était fait ailleurs, avec des problématiques d'une taille aussi qui correspondait un peu à la nôtre, donc on a été chercher l'expérience ailleurs. Et ça a été un vrai succès, hein, puisque ça a été une mission éclair de 2 mois et demi. Ça a inclué la culture au sein du comité de direction, donc énormément de valeur apportée. Et on en a. Enfin, aujourd'hui, je peux affirmer de manière facile, il n'existe pas de culture, il n'existe que des preuves de culture. C'est évident de dire ça. Mais en fait, quand on me l'a dit, j'y avais jamais pensé. C'est du bon sens, mais j'y avais jamais pensé. C'est l'expérience extérieure qui m'a apporté ça. En fait. On avait besoin d'aller chercher ça. Je pense que le même projet déroulé par nous, naturellement, il y aurait de toute façon une crainte, pour le coup peut-être une défiance, voilà, ce genre de choses. Donc on s'est senti pas à la hauteur du challenge. Et par nature, c'est quelque chose qui change assez.
Sur la culture Ouais. Oui, c'est pour ça que la culture finale qui va être mise en place, enfin qui est déjà en cours de mise en place, en fait vous avez un tronc commun. Et vous devez retrouver toutes ces personnes-là dans le tronc commun. Alors moi, ce qu'il y a autour, ça peut bouger. Vous pouvez avoir une culture spécifique dans une équipe, tant qu'elle sera, que certaines valeurs de corps se raccrochent aux cultures communes, ça va. Mais sinon, vous développez la culture aussi, qui est plutôt la culture par touche à différents moments. Merci beaucoup, Emmanuel. Donc merci beaucoup Mathieu et Emmanuel pour votre partage d'expérience. Afin de conclure cette matinée, je me suis dit qu'il était intéressant de regarder un petit peu parmi ces expériences-là, mais aussi toutes les expériences qu'on a pu croiser dans le cadre des missions qu'on réalise. Et je pense que c'est intéressant pour vous de vous projeter par rapport à ça. C'est quels sont les éléments déclencheurs qui font dire qu'à un moment donné, on est arrivé à un stade où il faut changer quelque chose, où il faut faire en sorte de considérer que le sujet de l'organisation, ça devient un sujet qu'on doit adresser en permanence et qu'on ne peut plus adresser de la même manière qu'auparavant, comme je le disais en introduction. Et notre expérience nous a montré, parmi tous les clients qu'on a pu accompagner, qu'on arrive à détecter 7 éléments déclencheurs principaux. Donc je vais aller assez vite sur ces éléments déclencheurs, mais je vais les partager avec vous. Le premier élément, et c'est celui qui est assez fort, c'est que parfois on est au pied du mur et si on ne change rien, on a un risque de ne pas survivre. Là, je vais prendre des exemples en fait, pour illustrer ces éléments déclencheurs. Dans notre écosystème de partenaires chez Rhapsody Conseil, il y a une startup qui a été créée il y a 3 ans, qui est spécialisée sur l'iPass, qui a levé 3,5 millions au printemps de cette année, qui était dans le magique cadran Gartner sur les solutions d'iPass, et qui pourtant est en liquidation judiciaire depuis le mois de juillet. Donc en fait, il y a des éléments qui permettent de dire qu'à un moment donné, cette entreprise-là ne s'est pas organisée de la bonne manière pour faire face à ces enjeux de croissance en fait. C'est une société qui était très successful et puis à un moment donné, le bricolage organisationnel n'a pas fonctionné. D'autres exemples, voilà, si je suis un cabinet de conseil et que tout mon savoir-faire est concentré sur quelques managers et qu'à un moment donné j'ai des mauvaises décisions du top management qui conduisent à ce que ces managers-là s'en aillent, là je suis en risque d'être pérenne ou pas. Donc premier élément pour survivre. Deuxième élément, et c'est ce que la plupart des entreprises cherchent, c'est d'être plus performant. Quand Mathieu nous parle de VP, c'est un leader de son secteur, le secteur du e-commerce, spécifiquement des flash sales, mais en fait VP ne regarde pas les concurrents sur le secteur des flash sales, il regarde les concurrents sur l'ensemble du segment global et ils vont chercher plus haut. Donc ils ont besoin d'aller chercher des gros niveaux d'augmentation de la performance pour aller chercher ces concurrents-là. Il y a un élément important au niveau de la performance aussi, parce qu'on a pas mal, le mot agile est sorti à plusieurs reprises, on parle pas mal d'agilité. Moi j'ai juste un message à faire passer, c'est important de bien le comprendre, l'agilité c'est pas un but en soi, on n'est pas agile pour être agile, on est agile pour être plus performant. Donc l'agilité c'est un moyen qu'on choisit, VP notamment au sein de la tech, d'être plus performant derrière et on arrive à le mesurer. Et ça c'est important d'avoir bien ça en tête parce que souvent on se rend compte que voilà, on a des discours d'entreprises qui viennent nous voir et qui nous disent nous on a besoin d'être plus agile. Donc en fait on cherche à être plus performant et l'agilité c'est une des manières pour y arriver. Fin de la parenthèse. Donc deuxième élément pour être plus performant. Troisième élément pour continuer à grandir. Si je suis une start-up que j'ai créée avec un associé et qu'aujourd'hui on est 10 personnes, j'ai certainement des difficultés à suivre, j'ai beaucoup de mal peut-être à déléguer parce que ça reste encore mon bébé, et pourtant 10 personnes c'est le premier palier de croissance qu'il faut réussir à franchir quand on crée une entreprise. Il y en a d'autres derrière, 30, 100, 500, 2000, et en fait en face de chacun de ces paliers de croissance, il y a des enjeux qui sont à prendre en compte. Et donc, quand on fait face à ces paliers, c'est intéressant de se poser la question qu'est-ce que je peux faire de différent dans mon organisation pour qu'elle réponde aux nouveaux enjeux liés à ces paliers. Pourquoi on parle de palier de croissance? Tout simplement parce que la somme des interactions devient exponentielle à chaque palier de croissance. Et c'est ça l'enjeu principal, c'est comment est-ce que j'arrive à gérer toutes ces interactions, comment j'arrive à faire travailler ensemble 100 personnes qui ne se connaissent plus comme 10 personnes peuvent se connaître très bien.
Le quatrième élément, et on a beaucoup échangé notamment avec Emmanuel sur l'aspect culturel, et effectivement mon exemple c'était Claranet qui rachète 7 entreprises en 3 ou 4 ans, et qui donc se retrouve avec 7 cultures différentes. Et l'idée c'est d'unifier l'ensemble des collaborateurs autour d'un projet commun. Mais si on sort de cet exemple-là et que vous regardez un petit peu dans le reste du monde professionnel, vous avez des rapprochements aujourd'hui dans tous les secteurs. J'ai choisi d'illustrer avec le secteur de l'assurance. Malakoff-Médéric qui se rapproche d'Humanis, c'est un énorme rapprochement. Et puis AG2R La Mondiale qui se rapproche de la Matmut, c'est à peu près dans les mêmes échelles. Et eux, c'est un échec cuisant. C'est un échec cuisant parce qu'ils ont signé maintenant un accord ils retournent chacun de leur côté. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas intégré cette notion de culture différente quand ils ont analysé finalement les axes de rapprochement. Ils se sont concentrés sur des axes de rapprochement techniques et pas suffisamment sur l'aspect culturel. Un cinquième déclencheur, c'est l'engagement des collaborateurs. J'avais rencontré il y a quelques mois un associé d'un cabinet de conseil de 250 personnes. Et en fait, dans le monde du conseil, les collaborateurs sont en général très loin du siège, puisqu'ils sont chez les clients. Et finalement, lui, ce qu'ils observaient, c'est qu'il y avait un sentiment d'appartenance qui devenait très très faible, et donc mécaniquement un taux de turnover qui augmentait. Et donc ils ont mis en place un certain nombre d'actions pour essayer de réengager leurs collaborateurs avec des petits applicatifs qui connectent chaque jour les gens à l'entreprise, qui améliorent du coup ce sentiment d'appartenance. Si on parle d'engagement, il y a une statistique importante que vous pouvez peut-être déjà connaître, c'est qu'en moyenne, en France, 9 salariés sur 10 sont désengagés. Donc il n'y a qu'un salarié sur 10 qui se dit engagé dans son entreprise. Il y a donc forcément un problème. Alors ce n'est pas forcément le cas dans vos entreprises, mais ce problème-là est à prendre en compte et du coup, les nouveaux modes d'organisation et le fait de traiter l'organisation comme un produit, ça va aider probablement à améliorer ce sujet-là. L'idée, c'est de travailler sur l'environnement plutôt que sur les individus et de faire en sorte que cet environnement donne plus d'autonomie et plus de sens au travail de vos collaborateurs. Si vous faites ça, ça peut donner des éléments intéressants sur l'engagement. Le sixième élément, c'est de remettre les clients au centre. Emmanuel en a parlé dans les transformations, notamment moi quand je suis arrivé chez Oxalide, on constatait que certaines équipes techniques étaient concentrées beaucoup plus sur des développements internes que sur quelque chose qui allait apporter de la valeur finale aux clients. Donc si vous constatez dans vos équipes, dans votre organisation, qu'il y a plein d'initiatives en interne mais qui ne vont jamais aboutir sur quelque chose que vous allez pouvoir vendre concrètement à votre client, alors c'est un élément déclencheur et il y a probablement un problème à adresser. Et puis le dernier, c'est pour préparer l'avenir. Donc là, je fais un petit clin d'œil sur Maxime qui est là et vous pourrez discuter avec lui après au café, qui est donc un des 2 cofondateurs d'Oxalide. Et après 15 ans d'investissement massif, on va dire, dans cette structure, Maxime, il avait besoin peut-être de prendre un petit peu de recul, de souffler un petit peu. Sauf qu'en fait, c'est quand même très difficile de lâcher son bébé, surtout quand on l'a créé, parce qu'on ne trouve pas un profil qui soit un clone de soi-même, ça n'existe pas. Donc, le meilleur moyen pour ça, c'est plutôt d'investir sur l'organisation et de faire en sorte que l'organisation va pérenniser le travail qu'on a fait pour mettre en place un certain nombre de choses. Un autre exemple dans la littérature, c'est Alexandre Gérard, qui est le PDG d'Innovon, un groupe qui fait tout un tas de choses, notamment un métier hyper sexy qui est le remplacement de flexibles hydrauliques sur des machines de chantier. Et en fait, il explique dans son bouquin qui s'appelle « Le patron qui ne voulait plus être chef », comment est-ce qu'il a pris le taureau par les cornes et décidé lui-même de se mettre en retrait parce qu'en fait, il s'est rendu compte que lui-même pénalisait la performance de son entreprise. Un bouquin très intéressant que je vous conseille. Donc, préparer l'avenir et travailler sur l'organisation. Une fois que vous avez identifié un ou plusieurs, vous avez vu que dans les différents exemples que Vicky ou Oxalide Claranet vous ont donné, il y a un certain nombre de déclencheurs qui s'accumulent. En général, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a plusieurs. Et une fois que vous avez identifié ça, la question qu'on peut se poser, du coup, c'est comment est-ce qu'on va réussir à rendre cette transformation permanente? Comment est-ce qu'on change d'un modèle où on adresse transformation par transformation de manière unitaire à un tout global qui est capable de réagir tel un organisme vivant en face de chaque changement?
Alors, j'ai pas d'éléments, il n'y a pas de règles, et j'y reviens juste après, mais il y a des éléments, en tout cas, qu'on observe qui sont communs aux expériences qu'on a pu voir dans les clients qu'on a accompagnés et pour lesquels ça a été un succès. Le premier élément, c'est de considérer l'organisation comme un produit. C'est de considérer l'organisation comme un produit, donc ça je ne vais pas y revenir trop en détail, Mathieu vous en a longuement parlé. Ce qui est intéressant chez BP, c'est que finalement l'organisation c'est le produit fondamental, c'est celui qui permet ensuite de fabriquer des produits pour les clients finaux. Et cette organisation elle évolue sans cesse, et à la manière d'un produit, si certains connaissent un petit peu le domaine du product management, il y a un cycle produit qui s'appelle Design, Build, Growth, et on traite l'organisation avec ce cycle-là. On est sans arrêt en train de se dire, comme Mathieu en parlait tout à l'heure, tous les 3 mois, on essaie de chercher qu'est-ce qui va faire croître notre organisation ou la qualité de notre organisation en injectant des nouvelles choses à chaque fois. Le deuxième chose importante, c'est de créer une organisation qui va être résiliente, qui va survivre aux tempêtes, aux éléments qui vont être un petit peu contraires. Et qu'est-ce qu'on observe? Quelles sont les organisations qui sont les plus résilientes? C'est souvent des organisations qui sont organisées autour d'équipes qui sont de petite taille, qui sont pluridisciplinaires, qui sont autonomes, c'est-à-dire qu'elles ont la capacité de prendre des décisions sur ce qui les concerne directement. Elles sont alignées sur une vision et des objectifs communs tout en étant connectées, c'est-à-dire collectivement engagées sur un but commun et avec du partage de leurs propres expériences. Si vous mettez en place ça dans vos équipes, pour ceux qui connaissent un peu l'agilité, ça ressemble beaucoup à une équipe agile. Il y a des éléments supplémentaires, mais ça, c'est un facteur clé de succès pour réussir à rendre la transformation permanente. Le troisième élément, c'est de s'organiser en conséquence. Comme Clarnet et comme VP, si vous considérez que l'organisation est votre priorité, alors définissez la gouvernance que vous devez associer à cette priorité-là et donnez-lui l'importance qu'elle mérite dans les décisions. Vous avez vu que Mathieu et Emmanuel, ils sont au comité de direction ou au comité exécutif de leur entreprise. Et donc ils ont un poids sur toutes les décisions d'entreprise, y compris celles qui sont stratégiques. L'organisation s'améliore en continu, on a donc besoin de piloter cette amélioration en continu. On va mesurer la performance, alors vous pouvez utiliser les OKR que VP a mis en place, vous pouvez utiliser n'importe quel autre moyen pour piloter la performance, mais ce qui est important c'est à intervalles réguliers, et des intervalles qui sont plutôt courts, tous les 3 mois c'est plutôt bien, mesurer les impacts de ce qu'on a fait. On a pris des décisions, on a pris des hypothèses, on espérait voir des résultats, est-ce qu'on les voit? Si on ne les voit pas, comment est-ce qu'on peut analyser ces résultats pour apprendre quelque chose et faire en sorte que justement on puisse prendre de nouvelles hypothèses et de nouvelles décisions derrière. L'autre point important aussi au niveau de l'amélioration continue, c'est de communiquer massivement sur ce qu'on fait. Montrer qu'on est en mouvement, montrer qu'est-ce qui ressort en termes de valeur de cette nouvelle organisation que vous avez mis en place. Chez BP, on a travaillé pendant un moment, c'était notamment au début, où on avait besoin de vendre un petit peu cette nouvelle organisation. On faisait un reporting toutes les semaines au COMEX avec tous les éléments, les outcomes concrets, donc les livrables qui sortaient de chacune des équipes produits. Et on faisait un abstract en fait pour communiquer vraiment sur concrètement quels sont les éléments qui sont produits de par cette organisation. Renforcer l'aspect humain, pareil, on l'a vu dans les 2 présentations, l'aspect humain est fondamental. Il y a besoin de travailler sur la transparence, la communication, il faut libérer la parole, embarquer le maximum de monde avec vous en mettant en place tout un dispositif d'intelligence collective pour faire participer les gens à la mise en œuvre même de cette organisation et que les gens ne considèrent pas qu'en fait cette organisation elle tombe du comité de direction et on n'a pas le choix en fait sur le mode d'organisation. Faites confiance au terrain, ce sont les gens qui sont les plus proches du terrain qui ont les solutions vraisemblablement les plus adaptées à leurs problématiques. Il y a aussi un sujet de gestion des réticences, on en a parlé un petit peu, il y a des profils qu'on a, en travaillant, en investissant un petit peu, qu'on va réussir à rattraper et à embarquer avec nous. Et puis il y a des profils avec lesquels ça ne marchera pas. Et là, si vous êtes dirigeant d'entreprise, il y a des décisions à prendre et ça fait partie du chemin de transformation.
Le dernier élément, c'est de profiter du prochain gros changement pour vous tester. Si vous reprenez la frise que Mathieu vous montrait sur VP, vous voyez que chaque 6 mois, chaque 9 mois, il y a un nouveau gros enjeu qui tombe. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, j'ai lancé un parcours de transformation de mon organisation afin qu'elle devienne organique, résiliente, etc. Et c'est intéressant d'analyser finalement à chaque fois que j'ai un nouvel enjeu important qui arrive, comment est-ce que je réagis? Est-ce que je réagis mieux? Ou est-ce que au contraire, il y a des éléments encore qu'il faut faire progresser Et donc, quand on disait que tous les 3 mois, on travaille à améliorer des pans de l'organisation, en fait, ces enjeux-là, à chaque fois, nous mettent en lumière des axes sur lesquels on a la capacité à travailler et à s'améliorer. Pour conclure en quelques mots, donc je reviens un petit peu là-dessus, c'est Isaac Gates derrière qui a écrit le bouquin Liberté et compagnie et qui a popularisé le sujet de l'entreprise libérée, qui dit qu'il n'y a pas de modèle ni de méthode, et ça c'est très important. Vous pouvez vous inspirer de ce que vous avez vu ce matin, mais ce qui a fonctionné chez VP ou ce qui a fonctionné chez Claranet ne fonctionnera probablement pas de la même manière chez vous. Donc inspirez-vous sans copier. Au final, ce que vous cherchez à faire en mettant en place une organisation qui soit continue, finalement, c'est de maximiser le nombre d'expérimentations qu'elle va pouvoir faire en une période de temps donné. Donc cette culture de l'expérimentation, c'est vraiment ce qui va être la clé de la réussite de cette organisation-là. Et c'est ce qui va faire de votre entreprise une entreprise apprenante, puisque derrière l'expérimentation, il y a la notion d'apprentissage. Il y a aussi un élément fort, c'est il faut se remettre en cause, il faut casser les habitudes, casser les dogmes, il faut se questionner sans cesse sur ce qu'on fait, est-ce qu'on le fait bien, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire mieux. Et puis il y a aussi un élément de confiance, et pour donner de la confiance, il faut déjà commencer par partager l'information, la rendre transparente au maximum. Faites confiance aux hommes et aux femmes qui constituent votre équipe parce que c'est vous qui les avez choisis. Et donc, donnez la chance à l'intelligence collective de trouver des solutions elles-mêmes par rapport à leurs enjeux propres. Et puis, une fois que vous avez vu tout ça, une fois que vous êtes inspiré de Claranet, de VP, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est de décider de vous lancer, de faire le premier pas, et puis c'est en marchant qu'on apprend à marcher. Donc, avec ça, vous avez toutes les clés, je pense, pour pouvoir commencer. Je vous remercie. Avant qu'on passe à la phase où on peut se rencontrer tous de manière informelle, est-ce que vous avez des questions sur cette matinée à rajouter? Il reste des temps, je vous alors, ce que je vous propose, c'est de vous diriger vers là-bas. Vous voyez ici, on vous a mis la couverture du livre blanc qui reprend un certain nombre d'éléments que je vous ai présentés ce matin et qui reprend aussi pas mal d'exemples. Et si vous lisez avec attention, vous retrouverez certains exemples parmi Claranet, VP ou Oxalil, mais il y en a pas mal d'autres également. Donc, prenez une copie de ce livre blanc et lisez-le, et puis surtout faites-nous un feedback. Est-ce que vous avez trouvé intéressant ce que vous avez lu dans ce livre? Est-ce que vous avez envie de le mettre en œuvre? Et puis, juste le seul truc que je peux vous demander, c'est avant de partir, on a une petite fiche de satisfaction par rapport à cet événement. Donc, prenez juste 2 minutes pour remplir les 3 questions et nous faire un feedback par rapport à cet événement. Je remercie encore une fois Emmanuel, Maxime, Emmanuel et Mathieu d'avoir accepté de jouer le jeu et d'être venus parler devant vous. Et puis, je vous remercie tous de vous être déplacés encore une fois pour passer la matinée avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous.